Bonsoir à tous. Y a-t-il un scandale des métiers privilégiés? Arnaud Montebourg est décidé à s'attaquer à la rentrée à ce qu'on appelle les professions réglementées. Pharmaciens, notaires, avocats, huissiers de justice, tous affichent de confortables revenus, voire très confortables parfois, grâce à une réglementation protectrice. Eh bien, c'est cette rente que veut faire sauter le ministre. Alors, Arnaud Montebourg parviendra-t-il à ses fins? Et pour quels résultats peut-on espérer une baisse des prix et davantage d'emplois dans ces secteurs? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Montebourg s'attaque aux privilèges ». Alors, pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Roland Quérol. Bonsoir, vous êtes directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN, directeur de recherche à Sciences Po et auteur de « Tenez enfin vos promesses » chez Fayard. Nous accueillons également Yves Tréhard. Bonsoir, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Le Figaro qui titre aujourd'hui « Le retour de Sarkozy trouble l'été de Hollande ». Nous accueillons également Philippe de Sertine. Vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance, membre du Haut Conseil des finances publiques et votre dernier ouvrage chez Anne Carrière s'intitule « En tout espoir de cause ». Et enfin, nous accueillons Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP, économiste à l'Institut de l'entreprise. Et votre dernier ouvrage s'intitule « 8 leçons d'histoire économique » chez Odile Jacob. Alors, d'abord, première question, Philippe de Sertine. C'est quoi exactement ces professions réglementées là, que veut cibler Montebourg? De quoi parle-t-on exactement? Oui, en réalité, la question est piège, parce que c'est vraiment un peu une liste à l'après-vert que l'on a. On va dire que dans le rapport, qui est le rapport de l'IGF, voilà, on a eu effectivement 37 professions qui ont été observées. Dans ces 37 professions, on a notamment des professions de la santé, celles que vous avez évoquées, en particulier donc les prothésistes dentaires, les dentistes, donc les kinésithérapeutes, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les revenus, on a des revenus qui sont très très divers là, de ce point de vue. On a des professions juridiques, et notamment les notaires, notamment les greffiers de justice, notamment les huissiers. On a des artisans, et donc là, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement large parce que c'est totalement différent de ce qu'on a évoqué précédemment. C'est-à-dire, par exemple, bien sûr, l'élément des taxis, mais aussi les serruriers, les vitriers, etc. Et puis, on a d'autres professions qui n'ont pas nécessairement été ciblées par Montebourg, par exemple, les experts comptables, etc. On a beaucoup d'autres professions réglementées qui peuvent exister et qui ont été observées par l'IGF, mais qui ne seront pas nécessairement aujourd'hui sous le coup de la réforme. Oui, Jean-Marc Daniel, les professions réglementées, toutes les professions où il y a besoin d'un diplôme, mais toutes ne sont pas forcément scandaleuses. Par exemple, vous n'allez pas me faire croire, parce qu'un coiffeur, il paraît que c'est une profession réglementée, ou un charcutier. Bon, bah, il n'a pas des revenus à se fracasser la tête, quand même. Oui, alors effectivement, le premier critère, c'est le diplôme. D'ailleurs, une des démarches de l'inspection des finances et de Montebourg, c'est d'essayer de se caler sur la circulaire, la directive européenne, sur la directive service. Alors, elle est connue des Français parce que c'est la directive Bolkestein. On a beaucoup insisté sur l'aspect travailleurs polonais ou venus d'Europe de l'Est venant en France, mais il y a toute une définition de ce que c'est qu'une profession réglementée. Et donc, le premier critère que met en avant l'Europe, c'est le diplôme. Et donc, et l'Europe considère que ça devrait être le seul critère, c'est-à-dire la capacité à exercer le métier qui est vérifiée par un diplôme qui est délivré par une instance universitaire européenne. Alors après, effectivement, vous avez tout un tas de gens, comme vient de le dire Philippe de Sertine, avec des statuts très divers. Vous avez des professions où il y a des ordres, vous avez des professions où il y a des statuts, par exemple, les avocats auprès du Conseil d'État ont un statut qui date de 1817. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent c'est 93 personnes, vous allez toujours ne pas toucher à 93 personnes et un statut qui date de Louis XVIII pour le plaisir de répondre aux attentes de la Commission européenne ou des foucas du ministre. Et donc, il y a globalement, quand on regarde l'ensemble de ces professions, ce qui est assez frappant quand même, c'est qu'en France, on avait pas mal élagué le dossier, pas mal détruit des statuts. Et c'est entre 1936 et 1946 que tous ces statuts se sont plus ou moins reconstitués. C'est-à-dire que vous avez une séquence historique entre le Front populaire, Vichy et la Libération, où on a ossifié un certain nombre de statuts, ossifié un certain nombre de professions. Et depuis, on essaie de démonter tout ça. Oui, c'est vieux comme le monde de vouloir s'attaquer, enfin vieux, pas comme le monde, mais c'est un vieux combat. Pourquoi est-ce qu'Arnaud Montebourg, subitement, au cœur de l'été, nous dit « Ah bah tiens, à la rentrée, je vais me payer les professions réglementées ». Oui, effectivement, c'est un serpent de mer, on va dire. Il y avait déjà le rapport Armand Rebeuf dans les années, à la fin des années 50 qui s'attaquait à ça. Il y avait le rapport Attali, plus proche de nous, sous Nicolas Sarkozy, qui disait les taxis, il faut que tout le monde puisse être taxi. Il fallait libéraliser un peu tout ça. Moi, ce que je vois, si vous voulez, pourquoi pas? Après tout, on n'arrête pas de... C'est vrai qu'il ne faut pas être schizophrène, on n'arrête pas de dire qu'en France, on souffre des carcans, on souffre
de l'abus d'administration, de l'abus d'étatisation, même parce que tout ça, quand même, c'est le produit de l'État. C'est l'État qui a organisé tout ça à l'origine. Mais dans les propos de Montebourg, je vois quand même un discours politique extrêmement vindicatif, extrêmement offensif. Il veut se payer les riches, ceux qu'il considère comme des riches. C'est un discours de classe. Il jette à la vindicte populaire des gens qu'il présente. D'ailleurs, ils donnent leur salaire. Comme des gens, oui, notamment, mais c'est vrai qu'il y a des salaires parmi eux dont on peut parler, qu'on peut discuter. Mais il y a quand même, si vous voulez, il a lancé, il a donné à la vindicte populaire un certain nombre de professions. Il tient un discours de classe. J'avais l'impression d'écouter Fouquier-Tinville ou Saint-Just, d'une certaine façon. C'est des gens à qui il faut couper la tête de façon tout à fait injuste. Parce que tout ça est présenté de façon... Alors, qu'ils fassent la même chose, et j'ai envie de le dire à l'administration de Bercy, aux agents de Bercy, mais pourquoi on ne fait pas la même chose non plus à l'intérieur de la fonction publique? Puisque à l'intérieur de la fonction publique, il y a aussi des abus, des monopoles, mais sauf que ces gens-là sont organisés en syndicats. Ces syndicats, eh bien, font barrage, alors que là, pour certaines de ces professions, ce sont des professions qui vont peut-être se laisser tondre. Roland Quérol, est-ce que Arnaud Montebourg s'attaque d'autant plus volontiers à les pharmaciens, aux notaires, c'est plutôt des gens qui votent à droite? Donc, bon, oui, gagnent. Enfin, ça pourrait se discuter sur l'ensemble des professions concernées. Montebourg nous dit, au fond, deux choses. Il nous dit, un, il faut rendre de l'argent aux consommateurs. Mes réformes pourraient faire gagner 6 milliards d'euros, qui seraient, comme ça, réinjectés dans le marché des consommateurs. En faisant baisser le prix des actes notariés. En faisant baisser de 10 à 20% le prix des prestations de l'ensemble de ces professions. Et puis, on pourrait créer 120 000 ou 130 000 emplois. On sait que ce genre de prévision s'est fait absolument à la louche et qu'on est absolument sûr d'aucun de ces chiffres. Il y a sûrement aussi cette idée d'une espèce de petite vengeance sociale contre des gens dont on publie à l'avance les rémunérations moyennes, ce qui n'a d'ailleurs pas énormément de sens. C'est une drôle de... Vous trouvez la méthode un peu... On l'a là, la liste, on a tous les salaires. Vous trouvez que c'est une méthode un peu curieuse, ça? Ouais. De dire, au chiffre près, hein, on a la déclaration fiscale. Alors, par exemple, je ne sais pas, notaire, parce qu'on en parle, un notaire gagne 227 791 euros par an. Voilà ce qu'il déclare je trouve ça très curieux de jeter à la vindicte populaire des taux moyens de rémunération en disant, regardez comme j'ai raison, il faut que les abus cessent. Vous savez, monsieur Chassin, qui est le président de la fédération patronale des professions libérales, a dit, je trouve de façon assez juste, il y a sûrement des efforts à faire, mais il faut regarder sérieusement les choses au cas par cas. Et je trouve que c'est ça qu'il faudrait faire, et non pas cette espèce de loi fourre-tout, où on met en même temps le prix de l'urgence des serruriers et des plombiers, et ce que gagnent les greffiers ou les huissiers de justice. Je trouve que c'est une espèce de facilité un peu démagogique, oui, quand même. Les socialistes avaient pris en ligne de mire la finance, c'était l'ennemi, c'était les patrons, c'était les chefs d'entreprise et tout. Comme ils ont fait le pacte de responsabilité dont on ne sait trop d'ailleurs maintenant ce qui va devenir depuis la décision du Conseil constitutionnel d'hier soir, eh bien, ils se sont trouvés un nouvel ennemi. Et Montebourg fonctionne comme ça, qui est un doctrinaire. Montebourg fonctionne comme ça, qui est un doctrinaire, mais il est à Bercy. Et maintenant, son ennemi, eh bien, son ennemi, il est désigné, ce sont des professions. Alors, attendez, parce qu'il y a une expression qui est extraordinaire. Roland parlait effectivement de 20 milliards... non, 6 milliards, 6 milliards qu'il veut rendre aux Français. Ça fait quand même 200 euros par ménage par an. Il a parlé de restitution de 6 milliards. Ça veut dire quoi? Restitution, si vous restituez, ça veut dire que vous avez volé. Donc c'est très grave ce qu'il a fait, Arnaud Montebourg. Autant on peut réformer, et on doit réformer sans doute, il y a des choses qui sont anormales dans ces professions, et Roland a raison de dire qu'il faudrait regarder ça au cas par cas. Autant je trouve que le discours et la méthode qui a été employée pour s'attaquer au sujet est détestable. Philippe de Sertine, et après au sujet. Oui, mais je crois que quand on regarde la façon dont Arnaud Montebourg a traité ce dossier, ce qui est très intéressant, c'est de voir, on va dire, vers où on a ciblé, on veut cibler la réforme.
l'inspection générale des finances avait regardé toutes les professions réglementées, les grandes professions réglementées, toutes celles qui pouvaient avoir, à l'origine, puisque le rapport avait été demandé par Moscovici quand il était ministre de l'économie et des finances, toutes celles qui pouvaient avoir un impact sur l'économie. Or, lui, Montebourg, très clairement, dit c'est ce qui va avoir un impact sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on est là dans une logique qui est une logique partagée par une partie du gouvernement et pas l'autre, en disant, en fait, la vraie sortie de la crise, ça doit être la consommation. Et donc là, c'est un des éléments sur lesquels, évidemment, l'État va pouvoir agir sans avoir à dépenser, puisque ça, c'est un des problèmes majeurs auxquels va être confronté le gouvernement à la rentrée. Si on fait des réductions d'impôts, etc., ça va coûter cher au déficit. Là, en revanche, on a un autre aspect sur lequel on dit on va donner du pouvoir d'achat par ce biais-là. Et si vous regardez bien, c'est uniquement les professions réglementées liées, on va dire, aux citoyens, pas celles liées à l'entreprise, surtout pas. En tout cas, on écoute une phrase pour dire que si j'ai dit Montebourg et pas les socialistes comme le dit Treher, c'est qu'on dit beaucoup que François Hollande lui-même et Marisol Touraine ne sont pas très chauds. Seraient franchement opposés. Alors justement, c'est le nouveau combat donc d'Arnaud Montebourg pour la rentrée, lutter contre les monopoles et les professions réglementées qui l'accusent donc de facturer trop cher leurs services. Un combat noble d'apparence, même si effectivement certains à gauche mettent en garde contre ce qu'on peut aussi appeler une politique de libéralisation et des dérégulations de l'économie française. C'est un sujet de Lise Barcellini et Zaled Kouak. Je n'aurai qu'un seul ennemi, le conformisme et les idées reçues. Haro, sur le conformisme, Arnaud Montebourg avait prévenu. Voilà donc un ministre de gauche annonçant une mesure de droite. L'ouverture à la concurrence des métiers réglementés, préconisée de longue date par Bruxelles. De nombreuses professions aujourd'hui sont en situation de monopole et captent par leur position des revenus à la population pour des services payés trop cher, qui entament le pouvoir d'achat des ménages. C'est le cas des professions qui sont protégées par des monopoles, les huissiers, les greffiers de commerce, les avocats, certaines professions de santé, beaucoup d'autres secteurs réglementés, l'optique, les prothésistes dentaires, dans lesquels une baisse des prix des services est nécessaire et possible au bénéfice de la population. Au total, sur cette loi de remise en mouvement de l'économie, nous espérons restituer l'équivalent de 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, parmi lesquels les plus modestes. Le pouvoir d'achat des Français, l'argument porte dans l'opinion et satisfait la gauche du PS, mais gare au grand écart. Il faut faire attention et il ne faut pas être schizophrénique entre d'un côté le soutien au pouvoir d'achat et de l'autre une libéralisation à tout crin, demandée d'ailleurs par la Commission européenne, qui pourrait se traduire par une forme de déréglementation et de concurrence exacerbée qui ne serait pas forcément protectrice pour les consommateurs et les utilisateurs de ces services. Et peut-être qu'avant même de regarder comment déréglementer ces professions, on pourrait ne pas les faire bénéficier de dispositifs dont ils n'ont pas forcément besoin. Je pense au crédit impôt compétitivité emploi, au fameux CICE. Du côté des professionnels visés par Bercy, on crie à l'injustice. Numerus clausus, tarifs administrés, autant de réglementations qui rendent ces professions généralement plus rentables que les autres. Mais ne leur dites pas qu'ils sont privilégiés. C'est un sentiment d'injustice, parce qu'on a l'impression vraiment d'une vision très parcellaire de l'étude de nos professions. Vision parcellaire d'un point de vue purement économique, de l'inspection générale des finances, sans regarder l'activité de nos professions, avec une réglementation qui est là pour servir les personnes qui viennent rencontrer ces professionnels. Donc ça peut être pour les professions de santé le service 24 heures sur 24, 365 jours par an au travers des gardes, des entreprises de proximité. Bien entendu, si on déréglemente, on risque de mettre à mal ces petites entreprises de proximité. C'est-à-dire que pour souvent une approche dite de pouvoir d'achat, on peut peut-être pénaliser l'emploi. La fin du monopole des professions réglementées, un serpent de mer régulièrement envisagé. La mesure avait été préconisée par la commission Attali en 2008, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Elle a finalement été enterrée. Alors pour cette rentrée, le gouvernement actuel est prévenu. Il y aura mobilisation. Il y aura mobilisation à la fois des professions et de l'interprofession. Sous quelle forme ? Écoutez, aujourd'hui c'est trop tôt. Le but n'est pas de mettre non plus le couteau sous la gorge des pouvoirs publics. Il y a des rapports de force à avoir, mais ce n'est pas du chantage. Donc si la discussion est ouverte,
les choses pourront avancer. Certainement, on trouvera un certain nombre d'équilibres. Après, si la discussion n'est qu'un semblant, il est très clair, je peux vous dire que les professionnels se mobiliseront très très fort. Et je pense qu'ils feront appel à la population, à leurs clients, à leurs patients, pour les défendre. Arnaud Montebourg, un ministre en terrain miné, plus d'1 million de professionnels libéraux sont potentiellement concernés par son projet de réforme. Alors justement, question à Internet, Arnaud Montebourg aura-t-il des difficultés à imposer son projet ? Oui, on peut penser que toutes ces professions vont réagir parce que dans le discours qui est fait en disant on va rendre 6 milliards aux Français, mais les 6 milliards, on va les prendre aux notaires, aux pharmaciens, c'est des Français aussi. Donc on ne rend pas 6 milliards aux Français, on transfère 6 milliards de certains Français vers d'autres Français. Et donc les gens à qui on va ponctionner les 6 milliards, eh bien, naturellement, ils vont réagir, ils vont se défendre. Et quand Michel Chassaing déjà promet une action... Donc voilà, le syndicat des professions libérales, il dit à la rentrée, on va se défendre parce que eux, leur pouvoir d'achat va baisser. Alors, il faut quand même voir que ce genre de décision, normalement, puisque c'était dans le rapport Attali, c'est parce que c'est supposé améliorer la croissance, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire ça donne du pouvoir d'achat. Sauf que à partir de ce moment-là, il faut regarder quand même poste par poste ce qu'on disait, c'est-à-dire que vous n'allez pas chez votre notaire de façon identique et régulière, comme vous allez dans un supermarché. C'est-à-dire la baisse du prix du notaire ne va pas considérablement modifier la consommation d'actes notariés. C'est-à-dire un certain nombre de ces professions sont sur des produits qu'on appelle inélastiques. Quel que soit le prix, à un moment donné, vous êtes obligé d'en passer par là, vous subissez plus ou moins le prix, mais le fait de le baisser ne va pas vous inciter à en consommer davantage. Un huissier de justice, c'est exactement la même chose. Vous ne consommez pas l'huissier de justice. À un moment donné, on vous ponctionne. Oui. Et donc, le véritable enjeu derrière tout ça, pour conclure, c'est quand même effectivement, c'est la légitimité politique de ce transfert. Il va y avoir un transfert. Est-ce que politiquement, ce transfert est légitime, et ensuite l'efficacité économique de ce transfert. Et là, sur l'efficacité économique de ce transfert, je pense qu'il faut regarder véritablement profession par profession, sachant que, en théorie économique, plus il y a de croissance, plus il y a de déréglementation, potentiellement, plus il y a de pouvoir d'achat et donc de croissance. Politiquement, est-ce qu'il est soutenu, y compris au sein du gouvernement ? Il sait très bien ce qu'il fait. De toute manière, Montebourg ne fait jamais rien de façon anodine. Il sait très bien qu'en s'attaquant à certaines professions, ces professions sont notoirement pour certaines impopulaires et pour d'autres pas populaires, si vous voulez. Donc il s'attaque. Il sait très bien que si jamais demain l'organisation professionnelle des notaires, l'organisation professionnelle des huissiers et j'en passe et des meilleurs se mobilisent, eh bien il suppose qu'une majorité dans la population dira mais qu'est-ce que c'est que ces riches qui se mobilisent pour ça. Et puis il va faire aussi probablement, eh bien, il va essayer de monter un petit peu le populisme, c'est-à-dire que vous allez avoir alors là des professions visées qui sont beaucoup moins, je dirais, de standing et qui on va retomber dans une espèce de poujadisme qui va. Il sait très très bien ce qu'il fait. Il est en train, je suis désolé de le dire comme ça, mais de diviser encore la population comme il sait très bien le faire. Philippe de Sertine. Je crois que quand on regarde effectivement la finalité, on voit là qu'on est dans quelque chose qui est intéressant en termes de signes, de symboles qu'on envoie. C'est une réforme, ou en tout cas c'est une proposition de réforme qui va dans le sens de ce qu'attend l'Europe. Il ne faut pas oublier, on va avoir à la rentrée, un certain nombre de problématiques très fortes vis-à-vis de l'Europe, en particulier si la France ne peut pas atteindre ses objectifs en termes de déficit. Là, elle dit, ben voilà, je fais la réforme que vous attendiez depuis longtemps. Deuxième chose, on a dit tout à l'heure, cette réforme est censée donner du pouvoir d'achat. Donc ça va dans le sens de ce qu'attend notamment la partie la plus à gauche du gouvernement, ou en tout cas de la majorité. Donc ça, là aussi, on est dans quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement positif. Puis 3, on est dans quelque chose où, on a d'ailleurs eu la terminologie, on est dans l'abolition du privilège, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous renvoie quasiment aux grandes luttes de l'ancien régime, de la Révolution. Et Montebourg est parti à utiliser cette terminologie. Oui, mais est-ce que, d'accord, ça c'est la façon... On est réformateur. C'est la façon de gauche de voir cette réforme. Mais on pourrait aussi dire, finalement, il y avait des règles, et là on déréglemente, on dérégule, on libéralise. Et au fond, ce genre de réforme, on a envie de dire, Montebourg-Thatcher, même combat. Reagan, quand il est arrivé en 80, a dérégulé, a fait sauter les rentes de la même façon. Vous avez ce risque-là, mais vous avez de l'autre côté, parce qu'attention, évidemment, nous sommes dans la société française avec ce que l'on disait, un certain nombre d'ordres, un certain nombre de règles séculaires qui existent, qui n'existaient pas aux États-Unis de la même façon, ou en Grande-Bretagne, quoique. Et là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, on est réformateur, on essaie de faire bouger. Et donc, je crois qu'il y a aussi là cette idée de dire
que la réforme qui est attendue par nos partenaires, quand on nous dit sans cesse, Bruxelles, il faut le rappeler, dit sans cesse, il faut lancer des réformes structurelles. Bien là, au fond, plus ça va bouger, plus on va avoir la population qui, par exemple, va réagir ou un certain nombre d'événements qui peuvent avoir lieu à la rentrée, plus on aura un signe à apporter en disant nous sommes en processus de réforme. La preuve, d'ailleurs, ça bloque. Roland Quérol, c'est une réforme de gauche ou une réforme de droite? Écoutez, je crois que la raison pour laquelle François Hollande n'est pas enthousiaste devant cette réforme, c'est ce qu'a dit Yves Tréhard sur le fait que c'était une façon de dresser une partie de la population contre une autre. Et je pense que Hollande, dans la situation politique qui est la sienne, n'a absolument pas besoin de ça. Donc moi, j'ai un vrai doute sur la possibilité pour Montebourg d'arriver à un grand projet de loi sur l'ensemble de ces professions. Ce que j'espère, et ce qui me paraît devoir être fait, c'est qu'à partir de cette espèce de pavé dans la mare, on va avoir des discussions profession par profession. Et qu'on verra bien si c'est simplement de la libéralisation ou si c'est un essai de redonner du pouvoir d'achat et du pouvoir tout court aux consommateurs. Parce que, prenons l'exemple des notaires. C'est vrai qu'on ne va pas avoir une surconsommation d'actes notariés parce qu'ils seront moins chers. Mais on peut d'abord se contenter d'appliquer ce qui est aujourd'hui la loi. Par exemple, les actes qui sont soumis au service des impôts de la publicité foncière ne sont pas forcément des actes notariés. Les notaires le font croire à leurs clients. On peut raconter, on peut expliquer aux citoyens qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Et puis on peut donner à d'autres que notaires, par exemple aux avocats, aux autres professions juridiques, la possibilité de le faire. Donc là, il y a quand même une possibilité de baisse des prix parce qu'il y aura concurrence entre professions. En revanche, si vous prenez les fameux serruriers ou plombiers, dont on nous dit, pour les appels en urgence, c'est très cher. C'est vrai que c'est plutôt cher et que quand on est devant sa porte et qu'il faut bien l'ouvrir, on en passe un peu par les fourches codines de ces messieurs. Alors, moi j'ai lu qu'il y avait deux choses de réponse à cela. Un, publier sur Internet le prix médian et le prix moyen de l'ensemble des actes qui sont faits en général par ces professionnels. Comme ça, on peut regarder où se situe ce qui vous fait une proposition par rapport à la moyenne. Le serrurier le plus cher. Voilà, ça me paraît pas idiot et assez facile à mettre en œuvre. En revanche, il semble qu'on nous dise aussi, aujourd'hui, pour devenir artisan, il faut soit avoir un CAP, soit avoir 3 ans d'expérience professionnelle validée par une instance professionnelle. Et on nous dit 3 ans, c'est peut-être trop, peut-être qu'il faudrait réduire ce temps. Là, je dis oui, d'accord, mais attention quand même, l'une des garanties du consommateur, c'est qu'on a des artisans bien formés qui sont capables de faire le travail qu'on leur demande. Oui, Jean-Marc Donc Daniel, il faut vraiment regarder les choses extrêmement sérieusement, profession par profession. Appelleriez-vous un électricien qui serait électricien depuis 2 semaines? Oui, voilà, exactement. On retrouve là, effectivement, ce que dit la Commission européenne dans toutes ces circulaires, dans toutes ces directives. C'est le vrai critère de fond, c'est la compétence de la personne qui exerce le métier. Ensuite, elle n'a pas à être systématiquement dans un ordre, dans une jurande à l'ancienne, dans une guilde et tout ça. Elle doit simplement pouvoir mettre sa plaque en faisant état de ses compétences, de la capacité qu'elle a de remplir le métier. Et à ce moment-là, le consommateur doit pouvoir avoir la liberté d'aller en toute sécurité vers cette personne. Concrètement, on voit bien d'ailleurs que dans la réalisation pratique, le dossier qui a été le dossier le plus en avance a été celui des taxis parisiens, avec une concurrence objective qui est apparue, qui était celle des véhicules des VTC. Et le gouvernement a été dans l'incapacité de régler objectivement le problème. C'est-à-dire, ça a duré, ça continue, c'est toujours pas terminé. La seule mesure par rapport à entre Rueff Armand et Attali, il y a eu 1300 licences de taxi qui ont été données qui correspondaient à des rapatriés d'Algérie. C'est-à-dire que le gouvernement aussi utilise ces professions réglementées pour faire de la politique. Il faut voir ça aussi. Et puis ensuite, après Attali, sous Sarkozy, on a donné 2300 licences de taxi supplémentaires. Et maintenant, depuis, tout est arrêté. Je crois que ce qui est important, et ce qu'il faut, je ne veux pas me faire l'avocat des professions Réglementées. vouées à être déréglementées, parce qu'il y a sans doute du ménage à faire. Mais quand même, il est important de les présenter telles qu'elles existent et telles qu'elles sont. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces professions nécessitent d'abord une prise de risque. Moins qu'un chef d'entreprise, pardon. Mais je suis désolé, quand vous êtes taxi, par exemple, puisqu'il est question des taxis, moi je veux bien moi je suis pour la libéralisation totale, je vais vous dire, du réseau des taxis en France. Mais le problème, qu'est-ce que vous faites avec ces chauffeurs qui ont acheté leur plaque 200 000 euros, 250 000 euros? Eh bien, c'est normal que ces gens-là se révoltent en disant, mais attendez, nous, c'est notre retraite. L'État l'indemnise d'une façon ou d'une autre, après tout. Mais l'État, il en peut mettre, puisque l'État n'a pas un centime en caisse. Donc, il est là le problème. Et quand vous avez sur l'ensemble du territoire, quelques 30 000, puisque je crois que c'est à peu près 15 000 ou 20 000 à Paris et les autres en province, VTC. qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? L'État ouvre des portes, le gouvernement ouvre des portes, mais il n'a pas la solution et la parade pour éviter que ça pète, si vous voulez. Il est là le problème. Pareil pour les chirurgiens dentistes qui sont une cible très facile, mais quand vous êtes chirurgien dentiste, vous avez des investissements important. Vous ne faites pas que jouer au golf et de partir aux Antilles. Oui, ça même. Sur l'acte consistant à donner des prothèses à faire et que le chirurgien dentiste prenne une commission, ça peut se discuter. Oui, ça peut se discuter en revanche. Mais je veux dire, il y a des investissements qui sont faits qui font que ces gens-là prennent des risques. Il est bon quand même de les prendre en compte. Est-ce que Arnaud Montebourg toutes ces professions réglementées vont aller se plaindre auprès de leurs ministres respectifs? On peut, alors, par exemple, les huissiers auprès de Roland a eu raison de dire que ça grogne les pharmaciens auprès de Marisol Touraine qui vont se dresser. Ça grogne sérieusement à l'intérieur du gouvernement. Et à l'occasion de l'un des derniers conseils des ministres, Madame Taubira, alors que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, a pris à partie Arnaud Montebourg en disant que pour les professions judiciaires, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas été consultée préalablement à l'initiative d'Arnaud Montebourg. Donc ça va être compliqué à mon avis. D'accord. Alors quand on libéralise, on peut dire, après tout, des monopoles, il n'y en a pas que dans les professions réglementées. Non. Il y en a, on pense à la SNCF. Non, mais jusqu'où peut aller, comme ça, ce petit jeu d'Arnaud Montebourg? Parce qu'on va dire, et l'étape suivante, il n'y a pas que les la SNCF, justement, le monopole de la SNCF, l'Europe demande à ce qu'il soit, justement, enfin que l'exploitation du rail en France soit ouverte. Et on s'approche de cette date. Et on s'y approche à grands pas. 2019. C'est une des raisons d'ailleurs du dernier conflit qui a eu lieu. C'est vrai dans tous les secteurs. Alors est-ce que le gouvernement, là aussi, va pousser à déréguler de la même façon qu'il veut déréguler le métier de pharmacien? Mais il y est contraint. Je crois qu'il y a guère que dans les services publics, il y a guère que l'éducation nationale. Et encore, il y a la concurrence des établissements privés. Mais dans les autres secteurs, il y a eu la dérégulation du ciel de l'aérien. Il y a eu tout ça a posé un problème. Il y a eu, par exemple, tenez, on va prendre Mais donc quel paradoxe, pardon, au passage, de voir Arnaud Montebourg, finalement, en défenseur de la libéralisation aujourd'hui des pharmaciens et demain du rail. Il va se cogner la CGT Sudrail. Mais bien sûr, mais pour lui, je pense que dans son esprit, c'est beaucoup plus difficile de se cogner le Sudrail. Que les pharmaciens, certainement. Il est un peu l'héritier dans cette affaire, Philippe l'a dit, de Moscovici. C'est-à-dire que quand on regarde le rapport de l'inspection des finances, il arrive après le rapport Attali, et puis il y a la conférence de presse de François Hollande de novembre 2012, où il y a un long passage où il dit la gauche doit avoir comme ennemi les rentes, l'esprit rentier, la protection, et elle doit favoriser les talents, qui est un discours auquel moi, à titre personnel, j'adhère pleinement. Et se tournant vers Moscovici, le président de la République avait dit, je demande donc au ministre des Finances d'organiser la remise en cause de ces rentes. Et donc, effectivement, Montebourg, il arrive, il a un rapport de l'inspection des finances, et à la Montebourg, il charge. Mais après, on peut le faire charger dans le sens inverse. C'est-à-dire, en 30 secondes, on peut le persuader que l'avenir du pharmacien est dans le monopole. Je crois que dans ce qui se passe là, parce que justement, vous évoquez le gouvernement, et nous, on parle Montebourg. Je crois qu'il faut faire très attention. Là, on est en réalité dans un jeu complexe au sommet de l'État, et on va dire de répartition des pouvoirs entre plusieurs personnes au sein du gouvernement qui n'ont pas du tout la même vision économique. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport dont on parle de l'inspection générale des finances, il est confidentiel. C'est-à-dire, il n'est pas sorti, il n'est pas sur le site. Il est sorti en mai 2013. Voilà, et il est secret depuis. Il est secret depuis. Il est secret depuis, et donc... et Montebourg le fait fuiter. Oui, mais il a fait fuiter, répétons-le, il a fait fuiter ce qui, pour lui, est intéressant. C'est pour ça, quand on est en train de dire libéralisation, etc., Montebourg, il est sur une logique très forte, c'est la logique augmentation du pouvoir d'achat, dire on doit relancer la consommation intérieure. En clair, par exemple, je ne suis pas sur la problématique des exportations françaises. Ça m'intéresse pas. Je ne pense pas que ce soit le problème. Je suis anti-mondialisation, etc. Pour moi, s'il y a un problème, c'est le problème de l'euro. Point. Hop, il a réglé la question. Ce qui, au niveau du gouvernement, pose un certain nombre de questions. On a vu le rapport Pisani-Ferry, parce qu'en ce moment, on a des rapports qui sortent. Et on voit bien qu'il y a des logiques très différentes au sein du gouvernement. Lui, il est totalement anti-rapport Pisani-Ferry. Il est sur l'idée relance de la consommation. Et là, il a dit, ça, c'est une solution. Et répétons-le, une solution intéressante, la notion des professions réglementées, parce que ça ne va rien coûter au gouvernement. Donc ça m'intéresse, je fonce là-dessus. Et surtout, il a écarté du rapport sur les professions réglementées de l'IGF, il a écarté tout ce qui peut concerner justement l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il dit ça, non, ça m'intéresse pas, les entreprises gagnent assez d'argent. Moi, je suis sur la question du pouvoir d'achat. Et là, on voit que la ligne de Montebourg, elle est très claire, mais ce n'est pas celle du gouvernement. Il n'a pas eu le feu vert de Hollande, Montebourg, dans cette croisade anti-profession réglementée, Roland Pirol? Je ne le crois pas, et je ne crois pas qu'il aura le feu vert in fine sur un projet de ce genre.
Je crois que l'avantage de Montebourg, c'est son inconvénient. C'est un lanceur de pavés dans la mare. Et on le laisse faire parce que ça fait du bruit. Et c'est très difficile d'empêcher quelqu'un de parler quand vous êtes ministre de l'économie et que vous avez envie de faire une conférence de presse. Je crois que ça a beaucoup étonné le contenu de sa conférence de presse, y compris le début assez ironique. Mon ennemi, c'est le conformisme, qui renvoyait à mon ennemi, c'est la finance. Bon. Et l'ensemble de ce qu'il a dit dans cette conférence de presse, en dehors des 37 professions réglementées, c'est une vision de la politique économique extrêmement détonnante par rapport à la politique de l'offre admise par François Hollande. Donc, vous n'empêcherez pas Montebourg de parler, c'est la polyphonie politique du gouvernement, mais on peut douter que cette méthode puisse aller jusqu'au bout, précisément parce qu'au gouvernement, la majorité des ministres, à commencer quand même par le président de la République et le Premier ministre, ne sont pas sur cette ligne. Donc on aura l'avantage que ce débat est ouvert, qu'on va pouvoir maintenant, je pense, le prendre sérieusement, profession par profession, discuter. Il y aura à la rentrée des manifestations diverses des professions concernées. À partir de là, l'État prendra ses responsabilités. Il est probablement exclu qu'il y ait une loi balai qui balaye tout ça. Alors, précisément, donc c'est un rapport de l'Inspection générale des finances qui est à l'origine de ce combat d'Arnaud Montebourg, un rapport qui liste précisément 37 professions réglementées qui sont donc accusées de faire payer trop cher leurs services aux Français. Le point sur ces professions avec Romain Besnénou et Stéphane Lopez. 700 pages gardées secrètes pendant plus d'1 an, enfermées à triple tour dans le coffre-fort du ministre de l'économie Arnaud Montebourg avant de fuiter dans la presse et de lancer la controverse. Le rapport explosif de l'Inspection générale des finances, dévoilé en intégralité cette semaine, passe au crible 37 professions réglementées et il y a de quoi leur donner des sueurs froides. Opticiens, pharmaciens, vétérinaires, huissiers, greffiers, plus d'1 million de libéraux, la plupart issus du secteur de la santé, sont dans le collimateur de l'IGF qui torpille leur situation de rente et de monopole. Principal enseignement du rapport, la rentabilité de ces professions 2,5 fois plus élevée que celle constatée dans le reste de l'économie. En clair, ces libéraux réaliseraient des marges très, voire trop élevées. Par exemple, sur 100 € versés par le consommateur, un huissier fait un bénéfice net de 43 €. Un notaire, 37 €. Un chirurgien dentiste, 34 €, alors que la moyenne dans l'économie française est de 8 €. Le rapport épingle également les revenus mirobolants de certaines professions. La palme revient aux greffiers de tribunaux de commerce. Les mieux rémunérés peuvent toucher parfois jusqu'à 40 000 € net par mois. Leur salaire médian est de 29 000 € par mois. Suivent les notaires avec plus de 13 000 €, les pharmaciens avec 7 500 € et les médecins spécialistes avec plus de 7 000 € par mois. Le rapport préconise 3 mesures majeures qui pourraient générer une baisse des prix de 10 à 20% pour les consommateurs. Elles visent particulièrement les professions de santé. D'après l'IGF, il est urgent de casser les monopoles. L'une des pistes envisagées serait d'autoriser la vente de médicaments en grande surface dans l'intérêt du consommateur qui devrait faire des économies. Cela concerne ce qu'on appelle les médicaments à prescription médicale facultative. Vous avez mal à la tête, vous avez besoin d'un Doliprane, vous avez mal de gorge, vous avez besoin d'un Humex. Vous n'allez pas forcément chez le médecin, car ces médicaments peuvent être vendus sans ordonnance médicale. Donc déjà, le périmètre de la libéralisation, si j'ose dire, est assez restreint. Il ne s'agit pas, comme l'ont fait d'autres pays, et notamment des pays anglo-saxons, de tout libéraliser. On est sur un périmètre très précis. Ce périmètre, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 2,2 milliards d'euros de dépenses chaque année pour les ménages français. Autre monopole en ligne de mire, dans l'immobilier, les notaires ne seraient plus les seuls à pouvoir signer des actes. Les auto-écoles perdraient leur licence d'exclusivité. Objectif, ouvrir le plus de marchés possible à la concurrence. La concurrence, c'est aussi un vecteur qui va stimuler la compétitivité, qui va inciter les acteurs à être plus créatifs, à se différencier, à innover. Et que montre l'expérience empirique? Il ne s'agit pas de théorie économique, mais d'arguments empiriques. En général, lorsque vous faites rentrer des nouveaux acteurs, lorsque vous augmentez le nombre d'acteurs sur le marché, vous créez, in fine, de l'emploi. Le rapport propose également de mieux encadrer les prix pour soulager les consommateurs. Sont mis en cause les chirurgiens dentistes et les vétérinaires qui cumulent soins et prescriptions en pratiquant parfois des tarifs occultes et excessifs.
Enfin, l'IGF préconise d'élargir et de faciliter l'accès à ces professions réglementées. À l'étude, la suppression du numerus clausus, ce qui permettrait à davantage d'étudiants d'obtenir leur diplôme et d'exercer la profession. Au total, l'IGF table sur la création de 120 000 emplois en 5 ans. Alors, question Internet, ces professionnels privilégiés, entre guillemets, ont tous fait de longues études. Cette réforme ne risque-t-elle pas de décourager les futurs candidats à ces métiers? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un investissement qui n'est pas uniquement financier, il y a un investissement intellectuel pour certains d'entre eux qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des études. Et il y a des contradictions, si vous voulez. On dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop d'avocats en France. Si on ouvre encore plus la profession, qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être faire baisser les prix. Écoutez, on va quand même parler de la vedette. On a tous envie d'avoir nos enfants maintenant qui deviendront greffiers de tribunaux de commerce, puisqu'on apprend que le revenu moyen annuel, donc médian, il y a la moitié gagne plus, la moitié gagne moins, 30 000 euros par mois, net. Non mais... Alors, ils sont que 224. Mais c'est quoi exactement un greffier de tribunal de commerce, Jean-Marc Daniel? C'est quelqu'un qui enregistre les pièces qui sont produites dans les tribunaux de commerce. Effectivement, c'est des restes. Donc, je parlais du statut des avocats auprès du Conseil d'État de 1817. Ça, c'est des restes même de l'Ancien Régime. C'est un travail de secrétaire d'enregistrer. Oui, c'est un travail. Et il est payé 30 000 euros net par mois. Oui, mais alors c'est un travail qui suppose une certaine forme, parce qu'il ne faut pas se tromper dans ce qu'on enregistre. Il faut vérifier ce qui a été. Voilà. C'est un travail de minutie dans la vérification des pièces qui sont enregistrées. Donc, on le voit bien d'ailleurs dans la justice, autre que la justice des tribunaux de commerce, dès qu'il y a la moindre erreur, il y a des gens qui sont relâchés, il y a des gens qui se retrouvent à la rue alors qu'ils ont commis des crimes épouvantables. Donc, c'est un travail qui réclame une certaine forme de sérieux, de minutie et d'attention. Alors après, combien ça vaut ce type de travail? On en revient à ces considérations. C'est d'abord, est-ce qu'un travail est fonction des études que vous avez faites au préalable? Et donc là, la question se pose, c'est comment évaluer le besoin en termes d'études que vous devez faire aux gens qui vont exercer ce travail. Et ensuite, est-ce que l'utilité sociale de ce travail, l'utilité qui est rendue aux citoyens, est conforme à ce niveau d'études, à la rémunération qui est fournie? Et donc, tout ça, c'est assez compliqué à évaluer. Il est évident, par exemple, que le métier de pharmacien est un métier qui a considérablement évolué par rapport à la période où il faisait encore des préparations, où l'apothicaire, là aussi, du 19e siècle, M. Homais, a disparu. Et donc, le métier de pharmacien a considérablement changé. Et donc, il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un pharmacien, que ce soit plus uniquement le personnage que l'on voit, pharmacien d'officine en train de vendre des médicaments. Et l'idée selon laquelle on pourrait vendre, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Benoît Hamon, maintenant on peut vendre des tests de grossesse en grande surface, que demain on puisse vendre de l'aspirine en grande surface. Ça ferait baisser les prix de ces médicaments. Et ça le ferait baisser ce qu'il y a l'exemple italien. L'exemple italien, justement, qui a libéralisé tous les médicaments, enfin une partie des médicaments pour lesquels vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Ça a augmenté la consommation et ça n'a pas fait baisser, je crois, les revenus des médecins. Donc c'est vrai que sur certaines mesures, il faut faire des choses, il faut faire des réformes. J'ai jamais compris pourquoi une boîte d'aspirine, on ne pouvait pas se la procurer dans un supermarché. On n'a pas besoin d'un pharmacien pour ça. Je voulais ajouter une toute petite chose, excuse-moi Roland, sur les greffiers des tribunaux de commerce. Et pas greffier de justice qui gagne nettement moins, je tiens à le préciser. Je voulais faire une distinction. Je crois que c'est 1 800 euros par mois. Voilà. Oui, ils sont des fonctionnaires. Voilà. Oui. Hein, et je voulais faire aussi un aparté qui me paraît important. Les tribunaux de commerce sont dans le viseur d'Arnaud Montebourg depuis 15 ans. Et dans le viseur de la gauche plus en général depuis 15 ans. Puisque, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, les tribunaux de commerce sont constitués de juges qui ne sont pas des juges professionnels. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont élus. Et donc, ils s'organisent entre eux. Et donc, les greffes des tribunaux de commerce ressortent du même régime, si vous voulez. Donc, les tribunaux de commerce, qui est une justice, je dirais, exorbitante du droit commun, eh bien, elle n'a pas, je dirais, elle ne convient pas, en tous les cas, à Arnaud Montebourg depuis très longtemps. Roland Quérol. Sur ce point, je comprends Arnaud Montebourg. Je crois qu'il y a beaucoup à faire du côté des tribunaux de commerce. Mais pour revenir aux pharmaciens, parce que tous nos spectateurs ne vont pas aux greffes du tribunal de commerce, mais tous vont à la pharmacie. Évidemment, les pharmaciens font 7 ans d'études. Mais il n'y a pas de raison de payer seulement les gens parce qu'ils ont fait des études. Ils ont surtout la vertu d'être des spécialistes du médicament. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'avoir une ordonnance d'un médecin et un pharmacien qui dit mais il y a antinomie entre ces deux médicaments, ou celui-là il vous l'a mis mais il n'existe plus, le dosage n'est pas bon. C'est quand même une sécurité pour le consommateur formidable d'avoir un spécialiste du médicament.
Donc moi je crois que ça c'est très important. Aujourd'hui, les pharmaciens, ils ne sont pas menacés seulement par les grandes surfaces qui auront le droit, inévitablement, de vendre des produits sans ordonnance. Ils sont menacés aussi par Internet. Et là, il y a à protéger le consommateur. Parce que la moitié des médicaments vendus mondialement sur Internet sont des faux. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas l'office. La grande surface, si elle devait vendre demain de l'aspirine... Elle aurait un pharmacien... Elle veillerait, j'imine, les grands distributeurs veilleraient à s'approvisionner en aspirine de façon sérieuse. C'est pour ça que je crois, ça dans la logique des choses, ça va arriver en France, comme ça existe aux États-Unis, en Italie. Et après tout, les pharmaciens font maintenant, certains, la majorité de leur chiffre d'affaires sur la parapharmacie, et ils concurrencent les grandes surfaces. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un retour de balancier de l'autre côté. Mais encore une fois, je crois qu'il faut faire très attention au fait que la protection du consommateur, ce n'est pas seulement le prix. C'est aussi la compétence et la garantie apportée par un professionnel. Combien de médecins donnent de l'aspirine, qui est un fluidifiant pour le sang, alors que c'est absolument contre-indiqué pour la maladie du patient. Il faut faire très attention à ce genre de choses. On est tous pour que les prix baissent. On est tous pour que ce soit plus facile. Attention quand même, et c'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas, attention à ne pas faire supprimer des protections du consommateur par rapport aux problèmes de compétence. Philippe de Sertine. Oui, je crois que quand on voit bien d'ailleurs, ce type de réforme est très compliqué à appréhender parce qu'il y a énormément de dimensions. Déjà, on voit dans les professions effectivement qu'on évoque, à chaque fois on part sur la profession médicale et on oublie les taxis, ou quand on est sur les taxis, on se dit mais c'est la même chose que le notaire, enfin on ne voit pas trop. Et effectivement, on a la finalité économique. Et la finalité économique, elle est l'idée de la baisse des prix, c'est ça qui est l'élément fort. Les lunettes, par exemple, quand Benoît Hamon a pris une disposition pour dire, en notant que nous payons 2 fois plus cher les lunettes, je crois que les Italiens ou les Allemands. Oui, absolument. Mais dans beaucoup de services, c'est comme cela. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, quand je disais l'inspection, l'IGF a travaillé en fait sur le fait que les services en France sont très chers, y compris ceux aux entreprises, qui ne sont pas du tout visés là, mais qui sont une des causes des charges lourdes des entreprises françaises. Donc on a globalement un certain nombre de services qui sont en effet des services coûteux. Comme le souligne Roland Quérol, nous avons à côté de ça une qualité. Donc la vraie question qui va se poser quand on réfléchit après à la réforme que l'on doit faire, et le fait de faire bouger la société française est sûrement quelque chose de bon, quelque chose qu'il faut envisager de manière systématique. C'est-à-dire à chaque fois, quelle va être la contrepartie de ce mouvement? Est-ce que la contrepartie peut être une baisse de qualité? Est-ce que d'autres pays européens ne parviennent pas à faire exactement la même chose, mais justement en préservant la qualité? C'est ça les grandes interrogations que doit se poser la société française. Mais on n'est pas parti pour ça, là, il faut bien le dire. On est parti sur quelque chose qui sera beaucoup plus soit de la négociation au cas par cas, soit des modifications un peu à la hache, symbolique, et sûrement pas une réflexion d'ensemble de la manière d'améliorer notre mode de fonctionnement social et économique. Est-ce que Jérôme Guedj, l'un des frondeurs, n'a pas marqué un point quand il dit c'est quand même incroyable que ces professions réglementées, donc qui n'ont pas de concurrence, qui ont un monopole, vont bénéficier en plus des baisses de charges dans le cadre du CICE. Oui, ça, c'est en partie faux. Enfin, c'est largement vrai. Oui, mais c'est une partie. Alors, ils vont bénéficier de quand même 1,7 milliard selon le rapport de l'IGF. Oui, 9% du CICE. C'est vrai pour certains, pour les notaires, mais ce n'est pas vrai pour toutes les professions réglementées où la concurrence joue, où la concurrence est exercée. Donc c'est encore par Jérôme Guedj qu'il faut resituer dans le contexte politique de la gauche. Non mais on parle de gens qui gagnent bien leur vie et qui vont encore mieux la gagner grâce à cette disposition. On est quand même dans un système où on est toujours dans la jalousie. Écoutez, ce que vont gagner les professions réglementées au titre du CICE, si j'ai bien compris, c'est 1 milliard d'euros. C'est une goutte d'eau par rapport aux 20 milliards que vont toucher. Si. Et puis le premier, mais je répondrai à Jérôme Guedj, le premier bénéficiaire du CICE, c'est la Poste. Oui, mais on ne gagne pas 30 000 euros par mois à la Poste. Mais je suis désolé, mais on est postier toute sa vie aussi. Hein, c'est plutôt une condamnation du CICE qu'une condamnation des professions réglementées. Je pense que ça prouve que le CICE n'est pas le bon outil. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dénombrer les inconvénients, les faiblesses, les travers du CICE. Ça veut dire que ce n'était pas un bon outil. Moi, je crois que le CICE n'est pas un si mauvais outil que ça. Mais je me demande d'une certaine façon... Alors, le CICE, juste, pardon, Roland Quérol, on va préciser, c'est une crédit d'impôt qui permet de baisser vos charges. Donc, le chef d'entreprise va payer moins de charges, l'État va lui rendre de l'argent. Donc, le notaire qui embauche une secrétaire, eh bien, l'État va lui faire un chèque et ce chèque ira dans la poche du notaire. Voilà. C'est ça. Et de ce point de vue, moi, franchement, je trouve que la position de Jérôme Guedj est plus tenable que celle d'Arnaud Montebourg. Si elle est constitutionnellement valide, parce que là, les problèmes de rupture d'égalité risquent de se poser. Mais si elle est constitutionnellement valide, je trouve d'une certaine façon
socialement qu'il serait plus logique de priver du CICE les professions réglementées plutôt que d'entrer dans cette espèce de loi couperet sur l'ensemble de ces professions telle que le propose Arnaud Montebourg. Autre question, pourquoi est-ce que Pierre Moscovici, qui disposait de ce rapport depuis mars 2013, ne l'a-t-il jamais publié? Pourquoi est-ce qu'on commande des rapports et quand il ne vous plaît pas... Pourquoi l'est-il toujours pas? Et pourquoi l'est-il toujours pas? La discussion que nous avons l'explique, hein. C'est-à-dire que là, c'est un sujet qui tout de suite devient explosif, tout de suite qui devient compliqué. Et donc là, évidemment, quand on a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites par l'Inspection générale des finances, on s'est dit, oula, comment on va faire pour gérer ça? Ça va être extrêmement compliqué d'une part à présenter et d'autre part, on va avoir un certain nombre de retombées négatives. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il n'est pas du tout évident qu'il y ait eu une vraie discussion au sein du gouvernement, qu'on ait dit, bon, allez, on y va. Il semble bien qu'il y a eu en réalité, on va dire une partie du gouvernement qui a dit on y va alors que l'autre partie n'était pas du tout favorable. Alors, c'est une profession réglementée que l'on ne porte pas forcément dans son cœur. Il s'agit de l'huissier de justice. Il faut savoir qu'en moyenne, selon les chiffres donc publiés dans ce rapport, un huissier de justice gagne donc en moyenne 12 000 € net par mois. Quel est son travail? Quelles sont ses missions? Magali Lacrose et Stéphane Lopez ont suivi pour nous un huissier de justice. Ils seraient des nantis, des rentiers, aux privilèges insoupçonnés. Les huissiers de justice sont dans le collimateur d'Arnaud Montebourg, qui voudrait bien casser le monopole de leur profession. Mais ils comptent bien ne pas se laisser faire. Je viens pour faire une tentative d'expulsion. C'est une résiliation de bail pour rencontrer le locataire et voir comment on entend partir. Pour commencer sa tournée du jour, première visite de courtoisie chez une locataire avant l'intervention des forces de l'ordre si la situation tournait mal. Oui, bonjour madame, maître Piquet, huissier de justice à Paris. Je suis porteur d'une décision du tribunal d'instance du 8e arrondissement qui a résilié votre bail pour défaut de paiement. Donc je viens pour connaître un petit peu les modalités. Dois-je requérir la force publique pour vous expulser ou vous avez pris des modalités pour partir? Je vous rendrai les clés fin de semaine. Fin de semaine? Oui. Fin de semaine, oui, tout à fait, c'est sûr. Oui. Vous voyez comment ça se fait. Demain, peut-être des opérateurs privés, ça serait véritablement un drame. Voilà, nous sommes conciliants, on vient préalablement faire une réquisition de force publique, on essaye de trouver des solutions. Bon, là, la dame, vous avez vu qu'elle avait pris ses dispositions pour restituer les clés. Donc voilà, ça va se faire dans de bonnes conditions, malheureusement, mais c'est très, très, très rare qu'on doive requérir la force publique et venir avec la police pour déloger les gens, voilà, ce qui est tout à fait dramatique. Car certaines missions pourraient être consenties à d'autres, comme les significations de décisions de justice à la poste, par exemple. Impensable pour les huissiers qui misent sur leur expertise pour garantir la sécurité juridique de leurs clients. Ils en appellent à la garde des Sceaux pour les défendre, car le ministre du redressement productif a ouvert une brèche et la contestation est unanime. Les révolutionnaires du statu quo. La bataille des modernes contre les anciens. Vous voyez bien. Monter des catégories contre les autres, je ne vois pas bien l'utilité. Alors qu'il faille ouvrir le dossier, réfléchir. La Chambre nationale des huissiers de justice, notre institution ordinale, a ouvert des dossiers, elle fera des propositions en temps et en heure. Elle n'a pas attendu le buzz du mois de juillet pour apporter des pistes de réflexion. On pense au numérique. On va sûrement dématérialiser demain nos saisies-attributions. Il y a plein de travail, on pense à la compétence territoriale, mais il n'est pas question, et je suis ferme sur le sujet, qu'on vienne remettre en cause la colonne vertébrale qu'est notre profession, qui est une vieille histoire, c'est une vieille profession. Voilà, la signification, l'exécution, la confier à des opérateurs est totalement privée au public, est totalement illusoire. Eux n'ont pas de monopole particulier. On va regarder ce qui se passe là-dessous. Sauf celui de l'urgence. Ah. Les serruriers et les plombiers sont eux aussi épinglés parce qu'ils auraient gagné un peu trop d'argent ces dernières années sur le dos des particuliers en détresse, et notamment pour les dépannages immédiats. Alors à l'avenir, ils pourraient devoir afficher leurs tarifs avec plus de transparence.
Alors, question Internet. Serruriers et plombiers ne sont pas des privilégiés. La province n'est pas la région parisienne. Ça se passe bien si à Nantes ou à Lyon, vous appelez un plombier à 3 h du matin, Non. il vient et il vous facture 15 €. C'est vrai aussi dans beaucoup de grandes villes. Bon. Et puis, le problème n'est pas seulement la facturation affichée, parce que un plombier, un serrurier pourra, par exemple, il paraît qu'il y en a qui le font, arriver à vous convaincre, une fois qu'il a ouvert votre porte, qu'il faut changer l'ensemble du système de verrouillage de la porte, que vous devez en plus la blinder, etc., etc. Et ça finit par faire des sommes extrêmement importantes pour des gens qui se font avoir. Donc, pardon de dire ça, c'est sûrement des exceptions, mais ce serait assez normal qu'il y ait une réglementation de ces exceptions. Mais là, le monopole, il n'est pas de fait, il est simplement qu'on est piégé parce qu'on est dans une situation d'urgence. Parce qu'après tout, on pourrait dire la même chose des garagistes. Quand on achète un garagiste, il vous dit qu'il faut changer le carburateur. Tout à fait. Ça revient à ce que disait Philippe. Tout à fait. C'est que là, on mélange les professions, si vous voulez. Il y en a certaines. C'est vrai que notaire, bon, la concurrence, elle est quand même assez limitée. Huissier de justice, hein. Mais quand vous êtes serrurier, ben, vous êtes en plein. Là, il faut réguler, au contraire. Vous êtes en plein dans la concurrence, serrurier. Donc, il faudrait réguler, là, c'est là, voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez baroque comme. Il faudrait faire venir le plombier polonais, le serrurier tchèque. Voilà. Et donc, si on veut vraiment que les prix baissent, il faut accepter l'idée du plombier polonais. Philippe de Sertine, que vous a inspiré le reportage? On a vu l'huissier de justice. Et il a raison quand il dit, attendez, on ne peut pas confier ce travail à des margoulins non plus. Non, la question qui se pose évidemment aussi en contrepartie, c'est combien il est rémunéré. Parce que c'est 12 000 euros. Voilà, oui, bah c'est ça. C'est vraiment la question de dire autour de ces fermetures d'activités, et ça a été le rapport de l'IGF, hein, ça a été de dire. Vous trouvez que ça les vaut pas, pour dire les choses nettes, clairement? Ouais, c'est-à-dire, oui, non, le problème. Une question qu'il faut se poser. C'est dire 42 milliards au total. Alors, c'est un global, et évidemment, il faudrait regarder profession par profession. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en disant, vous avez un niveau de rentabilité du fait de la fermeture de ces professions qui est extraordinairement plus fort que dans le restant de l'économie. Donc 2,4 fois plus élevé, dit l'IGF, c'est-à-dire vraiment beaucoup, beaucoup plus élevé, 42 milliards de bénéfices. Quand vous avez beaucoup de bénéfices, c'est pour ça que les gens sont beaucoup rémunérés, parce qu'effectivement, vous pouvez payer plus fortement celui qui dispose de cette profession. Au passage, d'ailleurs, hein, quand on disait tout à l'heure le CICE, ça veut dire que ces professions, d'une part, ont les détenteurs de la profession qui sont très bien payés, et que le CICE s'applique aux salaires faibles. Donc ça veut dire qu'elles embauchent aussi beaucoup de salaires faibles, évidemment, eux qui ne sont pas concernés. Ah oui, c'est plafonné à 3 000 euros. Oui, c'est ça. Hein, donc ça veut dire que, vous voyez, s'il y a 1 milliard, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens avec des salaires réduits qui sont embauchés par ces types de professions. Je ne pense pas qu'ils soient payés plus que les administrateurs civils de l'IGF. Hein. Alors j'en profite au passage pour dire que l'huissier de justice... je vous assure qu'il vaut bien mieux être huissier de justice que administrateur civil du ministère des Finances ou professeur d'université. Alors je précise que les 12 000 euros dont j'ai parlé, je tiens à préciser que les 12 000 euros dont j'ai parlé, c'est une moyenne. Il ne s'agit pas des revenus que je ne connais pas de ce gentil huissier de justice qui a accepté que nous l'accompagnions lors du reportage. Bien sûr. Alors, il y a aussi la critique qui est faite aux notaires, c'est que les notaires sont payés, c'est un pourcentage de l'immobilier, de la valeur de l'immobilier. Et je vous laisse raconter la fin de l'histoire. Et donc évidemment, comme nous avons eu une augmentation très très forte des prix de l'immobilier, on a eu une explosion des rémunérations des notaires, hein, et des actes, évidemment. Là, de ce point de vue, la question, et là, évidemment, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est presque l'inverse, c'est de dire, est-ce qu'à ce moment-là, il faut réglementer, est-ce qu'il faut plafonner en disant l'acte est le même à chaque fois? Est-ce que quand il y a une augmentation très forte des prix de l'immobilier, on doit avoir une proportion? C'est vraiment des questions ça relève du législateur, puisque le pourcentage qui est pris par le notaire, ce pourcentage est fixé par le législateur. Absolument. De mémoire, ça veut dire capé, de 10% dans le neuf et de 5% dans l'ancien, à peu près. Mais c'est fixé par le législateur, donc c'est au législateur à ce moment-là d'intervenir. Mais on ne peut pas accuser les notaires de s'en mettre plein les poches de leur propre chef. Alors tout de suite, les notaires... Sauf que lorsque l'État fixe des règles, il est aussi soumis à la pression de ces professions et de leur lobby. Donc on peut imaginer de temps en temps que... Quand les règles de la fonction publique sont fixées, c'est pareil, il est sous la pression des syndicats de la fonction publique. Mais tout à fait. Ce n'est pas une raison pour dire que l'État n'a pas exercé ses responsabilités en dehors de temps en temps de cette pression. Voilà. Alors, est-ce que, dernière question, on parle de déréguler ces métiers qui sont notaires, avocats, etc. Il y a une dérégulation dont on ne parle pas et que nous réclame énormément l'Union européenne, Philippe de Sertine, c'est la dérégulation du marché du travail. Alors je passe du coq à l'âne, mais est-ce qu'on ne parle pas de tous ces métiers à déréguler pour ne pas faire la dérégulation que l'Europe réclame, là pour le coup, à corps et à cri,
qu'est la dérégulation du marché du travail. Mais là, alors là, je pense qu'on est au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on est en train d'évoquer des évaluations très compliquées qui arrivent sur 224 personnes concernant les greffiers de voilà, commerce. vous voyez, tout ça, ça a beaucoup intéressé de téléspectateurs, mais on va dire c'est effectivement mais rien du tout, c'est lambda, quoi. Et donc à côté de ça, nous avons les grandes questions qui se posent et qui vont se poser de plus en plus. C'est le problème du marché du travail et du code du travail français, c'est le problème de la fiscalité française, c'est le problème de la réduction des dépenses publiques. Là, le rapport Pisani-Ferry, il est au cœur de ça, par exemple. Donc, donc, nous avons une sorte de leurre, là, il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que quand on regarde d'un point de vue économique, vous pouvez déréguler tout ce que vous voulez en termes d'ambulanciers ou en termes de taxis, on n'aura aucun impact significatif sur la performance de l'économie française. Donc là, évidemment, là, c'est la vraie question. Est-ce que quand même le vent n'est pas en train de tourner quand on entend M. Rebsamen dire qu'il faudrait peut-être déréguler les seuils, pardon, vous savez, quand ça, on passe de 19 à 20 salariés, on a une avalanche. S'il faut supprimer les seuils, alors là... Que ce soit la gauche qui soulève ce problème, c'est quand même... Bien sûr. Et là, pour le coup, là, on est dans une réforme vraiment de fond, c'est-à-dire en disant, est-ce que les problèmes d'emploi ne sont pas liés, associés très fortement au seuil, au fait que vous ne franchissez pas le seuil de 49 salariés, parce que effectivement, vous allez rentrer après dans des obligations réglementaires totalement différentes. Mais vous voyez, là, on est dans des questions, dans des réformes qui sont là, pour le coup, des vraies réformes structurelles. Du point de vue européen, c'est cela qu'on attend, c'est ça que l'on fait nos voisins. Ici, nous étions ce soir dans évidemment quelque chose d'intéressant, qui fait beaucoup parler, mais qui n'a sûrement pas l'impact de ce qu'on vient d'évoquer. Cela dit, même si ça n'a pas l'impact, il n'y a pas de raison de ne pas regarder ça aussi. Non, mais la priorité, c'est pas ça. Ne prenons pas tout comme un leurre. Il y a des gros dossiers qui restent sur la table. Il empêche que celui-là y est. Le gouvernement est quand même d'humeur. On a un gouvernement qu'on a élu socialiste et qui est d'humeur dérégulatrice. Oui, c'est aujourd'hui une nécessité. C'est qu'on met en avant l'Europe, mais l'Europe a plusieurs têtes, effectivement. Il y a une tête qui demande à ce qu'on dérégule ces professions, qui en ce moment d'ailleurs s'intéresse essentiellement aux architectes, qui est une des professions qui n'est pas mise en avant par le rapport et qui est une profession dans laquelle il y a un ordre et où ce que voudrait l'Europe, c'est que... Et parce qu'elle est très sinistrée en France. Et aimerait que des étrangers, des Européens puissent s'installer comme architectes sans avoir à s'inscrire à l'ordre des architectes français. Et puis à côté, vous avez l'Europe qui veut dynamiser notre croissance économique. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que, la plupart de ces professions ne sont pas maîtres de leur prix. C'est-à-dire, on va leur dire, on va vous mettre en concurrence, mais le pharmacien, par exemple, la plupart des médicaments ont des prix qui sont déterminés par une commission du médicament qui dépend du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, et le prix qu'ils facturent est un prix qui leur est imposé. On a parlé des notaires, il y a des barèmes qui sont imposés aux notaires. Les taxis, il y a un barème qui est imposé par la préfecture de police. Donc, toutes ces professions, la première chose qu'il faudrait mettre en étude, c'est la réalité de leurs coûts et la façon dont ils déterminent leur rémunération. Dernière remarque, quant à l'évolution de l'état d'esprit, je pense effectivement, le président de la République avait parlé de rente et de talent en 2012, il a un peu abandonné ce thème, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le rapport Attali, il était dit, on ne remettra pas en cause le statut de la fonction publique, et même si on va vers le contrat unique du travail, il est inenvisageable de revenir sur le statut de la fonction publique, alors que quand on parle du rapport Pisani-Ferry, il y a des interrogations sur la pertinence de préserver dans le système public des statuts d'un certain nombre de professions qui relèvent du secteur public. Oui, moi, je voudrais ajouter 2 remarques. Moi, je suis pour la dérégulation, si ça peut provoquer de la croissance et favoriser l'emploi. Il y a 2 choses quand même, 2 remarques que je voudrais faire. Un, c'est le ton sur lequel ce gouvernement s'attaque à ce sujet, où on a l'impression qu'il ne s'attaque pas à ce sujet pour l'intérêt général, mais simplement pour se payer des professions dont il estime et qu'il jette à la vindicte populaire. Je trouve ça tout à fait détestable. Et la deuxième chose, je crois que c'est aussi une façon de cacher ses propres insuffisances sur la réduction des déficits et donc sur le ménage qui doit être fait aussi dans les dépenses publiques. Parce que l'un des premiers, vous l'avez dit évidemment, l'un des premiers sujets qu'on doit aborder en France si on veut que ce pays aille mieux, c'est de réduire considérablement la dépense publique. On est un des champions d'Europe dans ce domaine. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ce gouvernement est le premier à essayer de le faire. Oui, mais il le fait de façon marginale, je dirais. Il essaie. C'est le premier. Allez, je dis pas que les autres ont fait mieux. Allez, on passe tout de suite aux questions des téléspectateurs Internet et SMS. La dénonciation des ennemis du peuple, entre guillemets, comme sous la terreur, c'est pour bientôt, pour l'intérêt. Alors c'est ce que vous disiez, Yves Tréhard. Évidemment, j'ai commencé par là. C'est vraiment une espèce de bataille. C'est la lutte des classes. Il y a un côté lutte des classes dans ce discours de Montebourg. Qu'est-ce qui coûte le plus aux contribuables? Les privilèges ou les régimes spéciaux, retraites comprises? Voilà. Voilà.
Alors, ce qui est Alors, intéressant, c'est Jean-Marc que, Daniel. parmi ces professions, il y en a certaines qui ont en plus un régime spécial de retraite. Ah oui Et les notaires ont un régime spécial qui n'est pas celui des clercs de notaire. Et que doit abonder le gouvernement? Et oui, parce que la profession étant une profession qui ne représente pas grand-chose. C'est 0,2% de l'emploi, le monde notarial, et c'est 0,3% de la production. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un régime spécial de retraite qui est déséquilibré, et avec un régime de clerc de notaire qui est parallèle à celui des notaires, mais qui n'est pas le même. Bon, pour répondre, ce sont les régimes spéciaux de retraite. Non, oui. Entendu, beaucoup plus. Enfin là, on est dans la réforme structurelle, mais très très compliquée, parce que alors là, pour le coup, vous allez à l'affrontement social très très dur. Donc les régimes spéciaux est un des problèmes majeurs de l'économie française. C'est terrible dans ce pays, dès qu'une réforme est annoncée, c'est « touche pas à mes avantages, va voir à côté ». C'est un peu vrai, ça. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ce que je disais aussi en ouverture, c'est qu'il ne faut pas être schizophrène non plus. Ça fait des années et des années, des dizaines d'années qu'on dit qu'il faut revoir une partie de ces métiers, les déréguler, les ouvrir davantage. Donc on ne peut pas... mais c'est la façon dont c'est fait qui est, pour moi, détestable dans le ton et surtout un peu improvisé dans la forme. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord là-dessus avec Yves Tréhard. Il reste quand même qu'on est dans une société inégale et qu'il y a des inégalités de rémunération qui sont parfois choquantes. Après tout, on ne voit pas de mesures proposant de baisser la rémunération des ouvriers ou des employés de commerce. Ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui sont très bien payés et l'opinion publique peut se demander si c'est toujours légitime. Alors, c'est une question qu'il faut se poser en dehors même des propositions Montebourg. Et c'est la question que fait cet auditeur. Un huissier qui gagne autant qu'un président de la République, est-ce normal? Je ne sais même pas si François Hollande gagne 30 000 € par mois. Ah non. Non, bon. Bien sûr que non, il gagne un peu moins de 20 000 par mois. Voilà, donc un huissier. Donc il vaut, mon fils, plus tard, tu seras... Ah non, non, mais ça, je confonds avec le greffier du tribunal de commerce. Excusez-moi, comment on explique ça, quand même? Que c'est le fruit de l'histoire, Jean-Marc Daniel? Oui, que c'est ces rémunérations? C'est le fruit de l'histoire, et comme ce sont des métiers où il est absolument impossible d'évaluer la réalité de l'utilité. Mais qui a fixé ce prix-là mais alors, ça, encore une fois, l'essentiel de ces rémunérations a été fixé au moment de la période de Vichy. Tout ça a été remis en ordre. Il y a eu un blocage des prix et des rémunérations qui a été mis en place en 1940, qui a été conforté en 1945-46, sur lequel Mendès France voulait revenir, mais que De Gaulle a conforté, et donc auquel il est revenu après, au travers de l'affaire Rueff Armand. Mais à partir de ce moment-là, une fois que vous avez un socle qui est établi... Et c'est un pourcentage, donc, Après, vous faites évoluer la rémunération, et les règles qui ont été fixées n'ont jamais été véritablement remises en cause. Au moment de la commission du grand emprunt, un certain nombre d'économistes avaient mis en avant l'idée que la façon la plus intelligente d'utiliser cette manne de 30 milliards qui avait été mis en avant par le gouvernement, ce serait de racheter ses rentes. C'est-à-dire, par exemple, de racheter les licences des chauffeurs de taxi, de racheter aux greffiers des tribunaux de commerce leurs droits, de leur dire, écoutez, voilà, vous avez investi sous forme d'études, vous avez été obligé de payer un droit d'entrée dans votre métier, on vous rachète tout ça, et puis maintenant, vous allez aller sur le marché de façon concurrentielle. Oui, parce que les notaires expliquent que si leurs actes sont si chers, c'est parce qu'ils ont dû s'endetter pour racheter la charge notariale. Notaire. Voilà. Donc, cela dit, si De Gaulle n'acceptait pas les propositions de Mendès à l'époque, ce n'était pas parce que De Gaulle voulait préserver les privilèges. C'était, expliquait-il à Mendès, que dans un pays qui sortait de la guerre, on ne pouvait pas se payer le luxe de mesures de ce type qui allaient diviser la société française. Et c'est d'une certaine façon toujours vrai. Il y a une sécurité juridique, c'est ça que vous voulez dire avec ces professions? Non, ça veut dire que vous savez que si vous les mettez en cause, vous allez faire le chaos, le cirque que nous sommes en train d'illustrer. Et c'est intéressant tout ce qu'on dit là, parce que c'est vrai que ce que disait Jean-Marc Daniel tout à l'heure, c'est la révolution française a été de casser ses privilèges. Et ensuite, la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier. Et ensuite, la France, la société française les reconstitue. C'est extraordinaire. Et les fortifie. Et là, on est exactement là-dedans. Hein, quand on dit que les cheminots sont capables de prendre la France en otage en la bloquant, de la même façon, les huissiers, les notaires qui récoltent l'argent lors de la vente d'un appartement, ils sont capables, ou les pharmaciens, de mettre le bazar dans le pays. Sauf que ça ne s'est jamais produit, qu'ils ne le feront jamais. La tradition de ces milieux n'est pas celle-là. Oui, c'est pas du tout ça. Y a-t-il plus de professions réglementées en France que dans les autres pays d'Europe? Je crois que c'est à peu près pareil. En fait, en France, il y a à peu près 400 professions réglementées. Il y en a mais en 39 Italie, Matteo Renzi a beaucoup de difficultés. Je crois que la moyenne en Europe, elle est à peu près entre 150 et 200, je crois. Oui, donc un peu moins.
En Italie, Matteo Renzi a beaucoup de difficultés. Il s'attaque de la même façon et il n'y arrive pas de la même façon. Enfin, il dit qu'il s'attaque. Et c'est tout le problème en ce moment des résultats de Matteo Renzi, c'est qu'il dit qu'il va faire et il ne fait pas vraiment. Parce que justement, mais ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi le rapport n'est pas sorti? Parce qu'à chaque fois, on dit on met le pied dans autant de nids de guêpes, quoi. Et donc, effectivement, en Italie, pareil. Peut-être s'attaquera-t-il aussi un jour aux privilèges des cheminots et des employés d'EDF. On fera beaucoup de C'est dans l'air. Ouais. Il y a des rapports néanmoins qui sont sortis sur les privilèges des cheminots. Enfin, bref, régulièrement, la Cour des comptes les dénonce. Et, puis, les scandaleux privilèges des élus, impossible d'y toucher? On a commencé à y toucher. La limitation du cumul des mandats est un bon signe de ce point de vue-là. Eh ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Elle sera rediffusée ce soir à 22h25 et on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, merci et à demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.